On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. On va parler de politique américaine. On en parle depuis le début de l'été. On a parlé d'abord des républicains. Après, on a parlé de Joe Biden, puis de Kamala Harris qui le remplaçait. Bien là, demain, on aura l'identité de son colistier. On en parle avec Luc La Liberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Donc, on sait à peu près que ça va être un gars qu'un homme, parce que, bon, médiatiquement, politiquement, c'est difficile, de faire passer l'idée que ce soit une présidente potentielle ainsi qu'une colistière. Mais là, l'étau se resserre autour de certains candidats. Voilà, donc on y va, appelons ça comme ça, de façon plus conservatrice, ou à tout le moins plus prudente. On veut pas, on a déjà une femme issue des minorités, donc on ne veut pas aller au-delà de ça en termes de nouveautés. Donc, ça se resserre effectivement autour essentiellement de candidats masculins. On a les 3 finalistes, d'après ce qui circule, mais il faut en prendre et en laisser parce qu'il y a des ballons d'essai là-dedans, il y a des rivalités à l'interne aussi. Mais on dit que les 3 derniers, donc les finalistes, ceux autour desquels on n'arriverait pas encore à se brancher, ce serait le gouverneur de la Pennsylvanie, M. Shapiro. M. Shapiro, ce qui nous montre qu'il est le favori, c'est qu'à l'interne, il y a un certain nombre d'attaques contre lui. On ne veut pas exposer ça publiquement, mais on dit que c'est quelqu'un qui a des ambitions personnelles qui seraient démesurées. En politique, il faut avoir beaucoup d'ambition. Il faut être convaincu qu'on est le meilleur ou la meilleure. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ça pourrait peut-être même nuire à sa loyauté envers Kamala Harris. Donc, est-il capable de mettre ses ambitions de côté, ne serait-ce que le temps de bien faire son travail? En cas de victoire, ce serait minimalement pour un mandat, pour 4 ans. Kamala Harris, comme Joe Biden, comme Barack Obama, veut avoir un complice à la Maison-Blanche. Donc, on veut pas juste avoir quelqu'un qui va chercher des votes. On veut quelqu'un sur qui on peut compter pour diriger le pays. Donc, M. Shapiro, il y aurait ça. Et sa position sur Israël. On a même, écoute Rémi, on est même remonté 30 ans en arrière dans un texte rédigé à l'époque où il avait 20 États et dans lequel il semble pas croire du tout à une solution à 2 États pour Israël et la Palestine. M. Shapiro a répondu, écoutez, ça, j'ai corrigé le tir depuis cette époque-là. J'ai une position de résolution de conflits, de négociations à 2 États. Reste qu'on a peur, même s'il a un très, très gros avantage pour lui, c'est d'être immensément populaire. Dans un État qui est très, très important, la Pennsylvanie. On voit donc qu'il y a quand même des points faibles sur lesquels ses adversaires à l'interne semblent jouer. Sinon, un autre candidat qui prend du galon, Nancy Pelosi, qui pèse très lourd dans le Parti démocrate, c'est une de celles qui est intervenue directement auprès de Joe Biden pour l'inviter à quitter, c'est Nancy Pelosi. Madame Pelosi serait, elle, en faveur du gouverneur du Minnesota, qui est M. Walz. Donc, M. Walz, c'est quelqu'un dont on ne craindrait pas la loyauté à l'endroit de Kamala Harris, et c'est quelqu'un qui a un message qui peut plaire à des foules plus larges. C'est quelqu'un qu'on n'associera pas à l'élite, par exemple. Et dans le camp démocrate, c'est souvent une faiblesse qu'on leur reproche d'être dominé ou d'avoir un message qui est dirigé par des élites de la côte Est et de la côte Ouest. Mme Harris est de la côte Ouest. Donc, on dit M. Walz progresserait très bien. Et on ajouterait à ça également le sénateur de l'Arizona, parce que l'Arizona, selon les chiffres les plus récents, redeviendrait un État pivot. C'était une des raisons de changer Joe Biden par Kamala Harris, de modifier notre étiquette ou notre équipe présidentielle. C'est que Joe Biden en était au point où il espérait gagner la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, mais il n'y avait pas de voie vers la victoire dans le collège électoral, dans les grands électeurs, en dehors de ça. Et là, il semble, d'après les chiffres de la fin de semaine et d'après les informations qui circulent ce matin, que la Caroline du Nord, la Georgie et l'Arizona soient en jeu. Donc, M. Kelly devient, non seulement par ses qualités personnelles ou son profil personnel, un candidat qui pourrait être avantageux, mais là, si on a des chances de gagner l'Arizona, on élargit nos scénarios de victoire, de gain pour Mme Harris. Au plus tard, et j'arrête là pour les candidatures, au plus tard, on va être fixé mardi. Donc, mardi, il y a ce premier rassemblement dans lequel on va présenter le duo. Ça va se faire à Philadelphie, donc dans moins de 48 heures.
Pour ceux qui ne veulent connaître que l'identité sans avoir tous les détails de la course ou de cette rivalité pour les colistiers, on aura dans moins de 48 heures donc l'identité du ticket démocrate qu'on va confronter à celui de M. Trump et de J.D. Vance. C'est drôle à t'entendre, ça a l'air plus compliqué de choisir un colistier qu'un candidat à la présidentielle parce que ça prend quelqu'un d'ambitieux, mais pas trop. Voilà. Quelqu'un de loyal. C'est très compliqué. Puis on regarde ce que les républicains, dans quel pétrin ils se sont mis en désignant J.D. Vance. On creuse, on sort des vieilles déclarations, des vieilles comme des moins vieilles. Puis J.D. Vance, c'est quelqu'un d'ambitieux aussi. Est-ce qu'il va essayer de jouer dans les plates-bandes de Donald Trump? Donc là, c'est drôle parce que c'est pas le même parti, mais je pense qu'on regarde ce qui s'est passé chez les républicains puis on se dit, il y a déjà des trucs qu'on va pas répéter, nous. Tu vois, j'aime bien que tu le formules comme ça parce qu'il y a une façon plus simple de présenter le choix de la vice-présidence. Faut pas faire le mauvais choix. Dans le cas de Donald Trump, c'est ce qui m'a étonné. Je trouvais, avant les nouvelles révélations, puis avant des déclarations qui ont été, soyons honnêtes, particulièrement maladroites, je suis quelqu'un qui suivait J.D. Vance depuis un temps chez les Républicains déjà, et je lui trouvais bien sûr, si on est un électeur républicain, je lui trouvais de nombreuses qualités. Mais je me disais, il va faire de l'ombre à Donald Trump. C'est quelqu'un qui est habitué, même si son bagage politique est très court, même si c'est restreint, c'est quelqu'un qui est habitué d'avoir les projecteurs. Et effectivement, il est déterminé, il a il ne vise pas que la vice-présidence dans sa carrière, J.D. Vance. Et je me disais, Donald Trump n'a pas besoin de ce genre de candidat-là. Il a besoin de quelqu'un comme Mike Pence l'a été dans son unique mandat, M. Trump, quelqu'un de plus discret, puis d'une loyauté, d'une fidélité qui est inébranlable. Il semble, dans le cas de J.D. Vance, qu'il y a eu de nombreuses pressions des bailleurs de fonds, des Elon Musk, Peter Thiel et compagnie, et ça expliquerait pourquoi finalement on s'est rangé du côté de J.D. Vance. Mais moi, je voyais plus quelqu'un comme le gouverneur du Dakota, qui était Doug Burgum. C'est quelqu'un qui va faire le travail et c'est Trump qui, en bon québécois ou en très mauvais québécois, fait le show. Donc, il n'a pas besoin, lui, de personne d'autre, à moins d'avoir quelqu'un qui a l'air un peu plus modéré. C'est lui la vedette. Dans le cas de Kamala Harris, elle a des faiblesses qu'on lui reconnaît. Elle le sait, son équipe le sait. Et le choix du colistier, normalement, on va avoir quelqu'un qui va lui permettre idéalement des gains dans un état pivot et quelqu'un qui va être moins associé à une image de progressiste, ce qu'on reproche chez les électeurs modérés à Kamala Harris. On va en parler de Kamala Harris, justement, de sa garde-robe. On va parler mode un peu. Non, c'est pas vrai, mais le New York Times a produit un texte sur le sujet. Il semblerait qu'encore à ce jour, on porte plus attention, on étant la population en général et les médias aussi, on porte plus attention à l'habillement de la femme que de l'homme, en tout cas quand elle fait de la politique. Voilà, et c'est au sein de l'électorat qu'on note ça. Peu importe notre réaction, on aime ça, on n'aime pas ça, on trouve ça juste, on trouve ça injuste. Quand on fait une campagne électorale, on va cibler les préférences des électeurs ou les réactions spontanées, les vieux réflexes. Et hier, donc, le New York Times se fend d'un article où, appuyé sur des études, on dit Kamala Harris est à se choisir une garde-robe présidentielle. Ce que ça veut dire, c'est, par exemple, quand on dit qu'il y a encore 2 poids, 2 mesures, est-ce que quelqu'un se surprend quand Bernie Sanders arrive en entrevue, les cheveux en bataille, la cravate tout croche, incomplet, dont on ne sait pas quand ça a été fabriqué, puis s'il est passé chez le nettoyeur un jour? Probablement pas, parce que ce serait mauvais pour l'environnement pour M. Sanders. Donc, on remarque moins chez les hommes, ou encore on va vanter l'apparence physique d'un candidat qui s'habillerait très bien, qui s'habillerait plus chic, les grands couturiers, mais on ne va pas y aller de commentaires négatifs. Dans l'étude que cite le New York Times, on dit carrément qu'un col froissé chez une femme, ça va détonner, alors qu'on ne le remarquera pas chez un homme. Et Mme Harris, c'est un heureux problème ou une caractéristique. Elle paraît très bien, Kamala Harris. C'est une belle femme. Donc, on a dit, comment doit-elle s'habiller quand elle s'habille chic ou quand elle s'habille décontractée? Il faut que son vêtement soit, ça dégage de l'énergie, il faut que ce soit beau, que ça la mette en valeur. Mais jusqu'où? Parce qu'on va lui reprocher de ne jouer que sur son physique, ou de s'habiller plus ou moins sexy, pour utiliser le terme. Donc, on en est même à établir le nombre de boutons quand elle s'habille plus relâchée que Mme Harris va déboutonner. Donc, on dit que Mme Harris, et je suis allé voir sur des photos et c'est aussi absurde, mais vrai que ça,
vous remarquerez quand Kamala Harris est habillée décontractée, jamais elle ne va enlever plus que le premier bouton d'un chemisier. Donc, pour dire à quel point il y a encore ce deux poids, deux mesures, j'ai pensé à Pauline Marois ici à l'époque, j'ai pensé à Hillary Clinton en 2016. Est-ce que quelqu'un commente l'habillement vraiment de Donald Trump? On s'est amusé un peu avec sa cravate, c'est vrai. Donc, il porte toujours des cravates très, très, très longues, le plus longues que ce que les gens qui portent des cravates vont faire habituellement. Mais hormis ça, on joue pas tellement dans ce territoire-là. Alors que là, on dit même chez ceux qui entourent Kamala Harris que comme elle est candidate, hein, elle est devenue candidate dans un claquement de doigts, là, finalement, dès le départ de Joe Biden, on a compris que c'est elle qu'on allait couronner. Mais on a dit on n'a pas eu le temps vraiment de réviser sa garde-robe pour une femme qui veut être la présidente. Elle était vice-présidente avant, c'est déjà un autre niveau. Donc on dit, ben, il faut travailler en accéléré pour savoir comment on met en valeur la personnalité, puis la beauté, objectivement, je pense, de Kamala Harris, mais sans en rajouter trop. Puis même quand elle est décontractée, jusqu'à quel point elle peut avoir l'air décontractée en campagne. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me dis, on est en 2024, puis il y a un certain nombre de choses dont on aimerait ne plus avoir à parler, je pense. La question raciale, l'homosexualité, mais la distinction aussi de perception qu'ont les électeurs envers un homme ou envers une femme. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que pendant que des journalistes écrivent sur le sujet, ils sont pas en train de se concentrer sur ses idées politiques, donc ça va lui donner un petit peu de lousse, hein, moins d'attention sur son programme. Ben oui, c'est le seul point positif que je vois dans cette histoire-là. Là, on avait parlé durant la Convention des Républicains de l'unité du Parti républicain, hein, des républicains qui se tiennent derrière Donald Trump. Ben là, il semblerait que ça n'a jamais vraiment été totalement atteint, cette unité-là, puisque Kamala Harris sollicite le vote républicain. Oui, ben écoute, elle a trois cibles. C'est pas compliqué. Puis dans tout ce qui va se passer à partir de demain, là, quand elle va se présenter pour la première fois avec son colistier, mais à partir de la convention démocrate, ce qu'on va regarder, c'est comment elle cible les électeurs qui manquent. Les bases sont très solides dans un camp comme dans l'autre. Chez les républicains et chez les démocrates, donc on a des bases partisanes fidèles, ou encore on déteste tellement l'adversaire qu'il n'est pas question qu'on change de camp. Ça, c'est acquis. Donc, autant chez les républicains que chez les démocrates, ce que je surveille, c'est comment va-t-on chercher ce qui reste d'indécis, ce qui reste d'indépendants, ou encore des groupes comme des républicains qui sont déçus de Donald Trump. Ils ne se reconnaissent plus dans ce parti-là depuis que le parti a accepté de se livrer pieds et poings liés à Donald Trump. Et Kamala Harris elle veut ces voix-là républicaines discordantes. Et mine de rien, il y a un nombre accru de républicains qui souhaitent maintenant encourager Kamala Harris en disant on n'a jamais pensé faire ça, mais on veut tellement se débarrasser de Donald Trump, tasser Donald Trump, qu'on va le faire le temps d'une élection, parce qu'au moins Mme Harris respecte les grandes valeurs et la démocratie américaine. Et il y a même un groupe qui s'appelle Republicans for Harris, hein, les républicains pour Harris, qui va commencer à faire de la publicité, donc carrément à présenter des publicités, carrément à faire campagne pour Kamala Harris dans des États pivots. Donc, si on est des habitants de la Caroline du Nord, si on est en Arizona, on risque de voir passer de ces publicités où des républicains qui n'ont jamais été autre chose que républicains dans leur vie ou dans leur carrière politique disent cette fois-ci, faites comme nous. Tassons Trump, puis grosso modo, récupérons le Parti républicain, un vrai parti conservateur et non pas une secte. Puis, pour ça, il faut tasser Trump. Donc, votons Harris pour une fois en 2024. Ça, c'est un indice, donc, du manque d'unité à l'intérieur du Parti républicain. Mais il y en a un autre, et là, cette fois-ci, c'est Trump qui en est l'unique responsable parce qu'il a attaqué des élus républicains de l'État de Géorgie hier dans un discours. Voilà, ça fait un certain temps que je le dis, être un stratège républicain, ça doit être particulièrement difficile parce que entre ce qu'on a sur papier comme chiffre et comme stratégie et ce qu'on a comme Donald Trump, qui est plus impulsif, qui aime improviser, puis à l'occasion, ça l'a bien servi, il y a souvent un monde de différence. Et ce que je viens de dire pour Kamala Harris, pour les indécis, les indépendants, les républicains qui sont déçus, à la Convention, on pensait avoir fait une partie du travail, jusqu'à ce que Donald Trump y aille de son discours fleuve à la fin, et qu'après un semblant de discours d'unité, d'ouverture, puis un discours qui appelait à modérer les ardeurs,
il redevienne finalement ce qu'il a toujours été dans les 8 dernières années. Il vient de faire ça en Géorgie encore. Il se présente dans un État qui, avant que Kamala Harris entre en scène, lui était pratiquement acquis. Les démocrates ne voyaient pas de façon de répéter l'exploit de Joe Biden, c'est-à-dire de gagner un État qui est habituellement républicain. Et la législature d'État, donc au niveau de l'État, un peu l'Assemblée nationale ici, puis le gouvernement à Québec, au niveau de l'État, ce sont des républicains qui sont là. Et il s'en est pris directement, Donald Trump, il n'a pas à faire ça, il a juste à ne pas en parler. Il s'est attaqué directement, donc, à l'ancien responsable de l'élection en 2020, au gouverneur actuel, M. Kemp, et il a dit que c'était des mauvais républicains, puis qu'ils étaient tout à fait moyens dans leur performance depuis qu'ils sont là. Le gouverneur Kemp a même dû, après coup, faire une intervention publique pour dire « Vous avez abordé ma famille, M. Trump, laissez ma famille en dehors de ça. » Et ils ont même dû dire « Finalement, nous, on a toujours respecté les idéaux du Parti républicain. » Pourquoi Trump ferait ça? Il faut rappeler qu'en 2020, c'est dans cet État-là qu'il a placé un appel pour qu'on lui trouve près de 12 000 votes, donc pour lui attribuer la victoire, ce qu'on a refusé de faire. Donc, les élus Kemp et Raffensperger ont décidé de dire non. Joe Biden a gagné, on a respecté les règles, M. Trump a gagné, et M. Trump est en procès, ou va être en procès éventuellement, on le sait, pour avoir tenté de renverser les résultats en Géorgie. Donc, il est revenu exposer une chicane de famille, puis montrer que si on n'est pas 100% derrière Trump, qu'on n'achète pas la salade au complet, vous risquez de vous retrouver dans le collimateur. Et c'est pas un bon message. En campagne, au moment où on se parle, ce que les stratèges veulent, c'est cibler ceux qui nous manquent, M. Trump. Les partisans, les blindés Trump, vous les avez, ils iront pas nulle part ailleurs. Donc, M. Trump, il a de grandes forces. Quand il s'exprime, là, on l'a vu, il peut galvaniser ses troupes comme peu de politiciens savent le faire ou sont en mesure de le faire. Mais en même temps, il est aussi son pire ennemi. Et là, je pense qu'il entraîne son parti à la baisse. C'est pas désastreux, il nous reste 3 mois de campagne, mais on ne va pas dans la bonne direction. Donc, la raison pour laquelle je te disais, si je suis un stratège républicain, je retourne souvent à la table à dessin, je refais mes calculs, je me gratte la tête, puis je me dis, si le patron va là, on va le suivre, mais c'est pas le conseil qu'on va lui donner. Oui, c'est toute une école de la vie de travailler. Je pense à ceux qui font un stage, un stage en stratégie politique à l'intérieur du Parti républicain. Là, tu fais cette campagne-là, puis tu as tout vu après. Il n'y a plus rien de surprenant. Rapidement, tu veux nous parler de l'attaque possible de l'Iran sur Israël. On rappelle que l'Israël a exécuté en Iran, sur le territoire iranien, pas à Gaza ou en Cisjordanie, là, en Iran, le chef le plus élevé du Hamas. Et donc là, l'Iran pourrait répondre. Voilà, les numéros 1 et 2 ne seraient plus là, selon ce qu'Israël a confirmé. Et là, la nouvelle vient d'Anthony Blinken. C'est un scoop qui aurait été obtenu par le site Axios aux États-Unis. M. Blinken qui a dit à ses collègues du G7, « Je m'attends à une attaque de l'Iran aussitôt qu'aujourd'hui. » Donc, il y a un décalage horaire, on est plus avancé de l'autre côté de l'océan Atlantique dans la journée, mais ça veut dire que Blinken, le secrétaire d'État, il croyait vraiment sérieusement. C'est pas impossible que ça arrive plus tard, mais déjà vendredi, on disait, le Hezbollah qui est au Liban manifeste des intentions de s'en prendre à Israël. Les Houthis qui sont appuyés par l'Iran, eux aussi disaient, on n'exclut pas des frappes contre Israël. Et bien sûr, l'Iran, les autorités iraniennes elles-mêmes, souhaitent obtenir vengeance pour ce qui a été fait chez eux. Donc, quand ça vient du secrétaire d'État américain, c'est de la stratégie, bien entendu, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'alerte, mais ça veut dire aussi, sur la scène internationale et dans la campagne américaine, que c'est pas impossible que ça s'intensifie et que le fameux cessez-le-feu que Joe Biden aimerait tellement, on soit en train de passer à autre chose ou qu'on repousse ça au calendrier grec. Ouais, puis pour les gens qui s'y connaissent peu là, en géopolitique, l'Iran, là, ils ont la bombe nucléaire. C'est pas des enfants de cœur. Quand ils font la guerre, ils font la guerre. Non. Luc La Liberté, merci beaucoup. Au plaisir. Une bonne